Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là ce soir. Nous sommes au CNAM, dans l'amphi Abbé Grégoire. On est ravis de vous avoir avec nous pour démarrer cette discussion dans le cadre de Tous Gamers, la semaine qu'on a choisi de consacrer à l'accessibilité au gaming avec le CNAM et avec tous les gens qui sont autour de nous, autour de cette table. C'est un sujet important. Il y a près de 20% de la population française, selon l'INSEE, qui connaît des problèmes d'accessibilité en France. Et en particulier dans le gaming, il nous a semblé intéressant de se pencher plus en profondeur sur la question. On a réuni ce soir un panel d'experts. Alors moi, je suis plus là pour faire le troubadour ou le maître de cérémonie. Donc vous allez m'entendre simplement passer les sujets d'une personne à l'autre, mais on a la chance d'être très bien entouré avec des gens d'associations, des chercheurs, des experts, des gens qui trouvent des solutions. C'est vraiment comme ça qu'on a voulu orienter cette discussion. Il y aura un peu de théorie, mais il y aura aussi beaucoup de pratique. Et je voulais insister sur une chose qui est particulière. Je vais parler une petite seconde de Xbox, mais quand on joue aux jeux vidéo, et c'est très important pour moi et c'est très important pour nous, et surtout quand on y joue en ligne, on oublie les considérations de couleur de peau, d'âge, d'origine, de genre, mais aussi d'accessibilité, donc de handicap ou de validité. Et c'est en ça qu'on croit, on est persuadé que le jeu vidéo peut jouer un rôle important, à la fois en termes de facteurs aidant à résoudre des problèmes d'accessibilité, mais aussi comme un facteur de bien-être pour des personnes qui ont des problèmes d'accessibilité. On aura l'occasion d'y revenir. Je vais pas parler très longtemps, je vais revenir sur une phrase que j'avais trouvée dans un de tes articles, Jérôme, et puis après on se présentera tous. Non, on va commencer par la présentation, c'est mieux, comme ça je te donnerai la parole après. On commence par Koucha, du coup. Koucha. On m'entend? Bonjour. Donc, je fais partie de l'association CapGame et je suis plus spécialisé dans l'accessibilité des jeux PC. Stéphane. Donc moi, Stéphane Laurent, je suis éducateur spécialisé au Papillon Blanc de Roubaix-Tourcoing, donc qui accueille des personnes en situation de handicap mental et cognitif. Et j'ai fondé avec un groupe de joueurs en situation de handicap le projet Game Lover, qui est un blog sur lequel on fait des tests sous l'angle de l'accessibilité pour essayer de donner des conseils les plus adaptés possibles pour que chaque joueur puisse trouver le jeu qui lui sera adapté. Donc on teste les jeux, on les note et ensuite on fait aussi un travail auprès des développeurs pour améliorer les jeux et les rendre un peu plus accessibles. Je suis Jérôme Dupire, je suis enseignant-chercheur ici au Conservatoire national des arts et métiers. J'enseigne à l'ENJMIN, qui est l'École nationale des jeux et des médias interactifs numériques à Angoulême, donc qui forme des étudiants au métier des jeux vidéo, de l'industrie du jeu vidéo. Je suis également chercheur en informatique, en interaction homme-machine, sur la question de l'accessibilité numérique, et en particulier sur celle des jeux vidéo. Et je suis également le président de l'association CapGame, qui est une association qui a été créée en 2013 et qui a pour vocation la promotion de l'accessibilité dans les jeux vidéo, avec des activités qui se diversifient aujourd'hui depuis la diffusion d'informations, de matériel ou de logiciels ou de solutions existantes pour servir l'accessibilité des jeux vidéo jusqu'à de l'accompagnement de studios de développement ou du testing bientôt par le regroupement de différentes entités. Pardon, je suis Calvin Vigneault, je suis en 3e année à l'ESI, l'École européenne supérieure de l'image. Je suis en gros étudiant aux Beaux-Arts d'Angoulême. Mon premier amour, c'est la bande dessinée, donc voilà, je fais surtout de ça. Mais récemment, je me suis mis à m'intéresser aux jeux vidéo et j'ai la chance de cumuler plein de handicaps différents qui font que c'est très compliqué pour moi de jouer. Entre autisme, troubles de l'attention avec hyperactivité, soucis dyspraxiques, instabilité articulaire, fatigue chronique, plein de choses très intéressantes. Et du coup, je suis plutôt là pour parler du point de vue du joueur. Bonjour, David Combarieux. J'ai lancé le projet Handy Gamer il y a quelques mois qui vise à adapter des manettes de jeux vidéo pour les personnes qui ont des problèmes de motricité, donc de
manipulation des manettes, des consoles. Voilà. Merci David, et nous avons également Laurine et Morgane qui sont à côté de nous et qui vont se relayer et qui vont se charger de la traduction en langage des signes de cette table ronde. Le point de départ de cette réflexion, c'est il y a quelques mois, on a échangé sur les réseaux sociaux et on s'est demandé un peu quel était l'état actuel du jeu vidéo en termes d'accessibilité, où on était, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer les choses, par où il faut commencer, quels sont les interlocuteurs. Le sentiment que j'ai eu, moi, en discutant avec tous les interlocuteurs, c'est qu'il y avait d'un côté des personnes qui avaient des questions ou des problèmes d'accessibilité, et de l'autre des personnes qui avaient trouvé des solutions. Et le rôle qu'on a pensé pouvoir jouer chez Xbox, puisque je représente Xbox en France, je m'appelle Hugo Ouvrard, c'était l'idée de pouvoir rassembler, de mettre à la disposition de ce projet les forces de Xbox en termes de communication, de moyens technologiques. Le live de cette conférence qui sera diffusé sur les réseaux sociaux, essayer de rapprocher d'un côté des personnes ayant des questions d'accessibilité et de l'autre des personnes ayant déjà trouvé des solutions. J'ai la conviction qu'en faisant ça, on va résoudre, et je l'espère, beaucoup de problèmes de personnes qui sont en situation d'accessibilité aujourd'hui. Et je reviens à la phrase que j'avais notée dans un article que tu as écrit l'année dernière, Jérôme. Je vais la lire, pardonnez-moi, parce que je veux vraiment la garder telle qu'elle était. C'est: le jeu vidéo est sans aucun doute l'espace dans lequel un joueur handicapé pourrait faire abstraction de ses différences et se mêler aux autres. Je trouve que cette phrase résume exactement la problématique dans laquelle on est, à une condition, ou avec une remarque, c'est le mot « pourrait » dans cette phrase. Pour moi, il pose deux conditions. Il y a une condition qui est évidente, qui est la prise de conscience par l'industrie de ce que nous devons faire pour améliorer l'accessibilité à nos jeux. Mais il y a aussi une autre prise de conscience, et qui est un peu moins évidente, qui est la prise de conscience de la part des joueurs, qui peuvent rencontrer des problèmes d'accessibilité, que des solutions existent. Et c'est vraiment aujourd'hui, dans un premier temps, on aura l'occasion, je pense, de revenir dans les mois qui viennent et les années qui viennent sur ce sujet, et le sujet de Tous Gamers, mais c'est vraiment aujourd'hui cette prise de conscience auprès des joueurs, de leurs familles, de leurs proches, qu'il existe des possibilités, qu'il n'y a pas de fatalité, et qu'on voudrait résoudre rapidement, en tout cas le plus rapidement possible. Et ça pose aussi la question des mots que l'on utilise. On utilise souvent le mot handicap, on utilise également le mot accessibilité. À mon sens, l'accessibilité, est plus vaste que le handicap. Jérôme, c'est toi un peu, entre guillemets, le spécialiste à cette table de la sémantique et de la recherche sur l'accessibilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, probablement. Donc effectivement, on a la chance en 2005 d'avoir une loi en France qui est passée et qui a eu la force ou l'intérêt de poser la définition du handicap et du coup de l'accessibilité, donc la loi du 11 février 2005, qui a permis enfin d'élargir un petit peu le spectre, comme tu le disais Hugues, de dépasser le spectre du handicap pour arriver à des notions de participation dans la vie citoyenne ou d'impossibilité d'assumer cette participation. Donc on a toutes les problématiques classiques de handicap qui sont citées, qu'ils soient moteurs, sensoriels, cognitifs ou liés à des maladies invalidantes. On a des notions intéressantes aussi de temporalité de ces incapacités. Donc dans cette loi, on reconnaît comme handicap quelque chose qui est soit temporaire, soit permanent. Et donc ça s'applique vraiment de manière globale à la participation d'un individu à toutes les activités de sa vie en tant que citoyen, en tant qu'être humain dans une société. Donc effectivement, l'accessibilité aujourd'hui, elle a une définition légale, officielle, peut-être encore méconnue, qui est très très large. On entend beaucoup parler d'une des facettes de cette loi de 2005 au travers de l'accessibilité du bâti, donc tout ce qui va être notamment accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. On entend beaucoup parler de travaux de rénovation, d'adaptation, de construction aux normes, avec par exemple les portes avec la bonne largeur pour laisser passer les fauteuils roulants, avec les rampes qui permettent de compenser des accès avec des escaliers. Aujourd'hui, on est encore assez peu informé ou
ou nourri de cette accessibilité sur les objets numériques et en particulier sur le jeu vidéo. Et effectivement, je pense que c'est très important de s'intéresser à cette question, ou au moins de poser les questions aujourd'hui pour pouvoir y répondre le plus vite possible, étant donné la numérisation quasi totale de notre environnement, au moins à court terme si c'est pas déjà fait. Et du coup de chercher et de trouver des solutions qui vont permettre à un maximum de personnes de participer, de continuer à vivre de la manière la plus classique possible. Pour reprendre un petit peu les cibles qu'on aurait besoin de toucher sur cette notion d'accessibilité, on a évidemment l'industrie qui fait partie de ces destinataires du message, parce que ils ont besoin de s'informer sur les enjeux, les tenants et les aboutissants de l'accessibilité. On a bien évidemment le grand public qui également a besoin d'être informé sur quelles sont toutes les problématiques d'accessibilité qu'une personne peut rencontrer, qu'est-ce que c'est quel est le quotidien d'une personne handicapée, quels sont ses besoins, quels sont les obstacles qu'il rencontre et comment est-ce qu'on pourrait y remédier. Et bien entendu, on a dans le jeu vidéo l'information vers les joueurs eux-mêmes, car bien souvent, certains potentiels joueurs handicapés ne savent pas que malgré leur handicap, résident encore des possibilités de jouer complètement ou partiellement à des jeux vidéo. Je pense qu'on pourrait donner la parole peut-être à David, qui lui a trouvé des solutions déjà. Et peut-être que tu peux nous parler un peu plus de comment cette vocation, ce projet est né chez toi et quelles sont les solutions que tu as apportées dans un environnement proche et puis aujourd'hui à un public plus vaste. Ça marche, oui. C'est assez simple, comme souvent sur ce genre de problématique. On part d'un problème personnel ou familial. Donc, moi, j'ai fait le premier prototype pour mon fils qui est tétraplégique suite à un accident et qui pouvait plus jouer sur sa console. Et son besoin était simple, il fallait des boutons plus gros. Le problème, c'était l'accessibilité des gâchettes, des petits boutons. Donc voilà, le premier prototype a été fait et par la suite, l'idée, c'était de proposer ce type d'adaptation à d'autres joueurs, parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils sont nombreux. Alors les besoins sont tous différents, sont très nombreux, des fois compliqués, mais des fois simples. Donc des fois le challenge technique est assez simple à mettre en œuvre. Donc on a décidé vraiment de lancer ça comme un vrai projet sur le long terme. Voilà, on a fait quelques prototypes et quelques modèles de manettes pour l'instant qui semblent convenir aux joueurs. Et Koucha, je me tourne vers toi, parce que toi, t'es particulier, t'as à la fois, tu vis au quotidien des problèmes d'accessibilité, et en même temps, tu cherches toi-même tes réponses ou des solutions. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les solutions que tu as imaginées, que tu as mises en place ? Déjà, il faut savoir que moi, j'ai un handicap qui est vraiment très très lourd, donc j'ai presque plus de force. J'ai juste quelques doigts qui bougent. Et l'idée dans les jeux vidéo, c'était de trouver des solutions pour permettre aux gens de jouer avec le moins de contrôle possible. Par exemple, jouer à un jeu de voiture uniquement avec un pointeur de souris. Après, il y a une partie aussi plus sur les logiciels. Donc j'essaye aussi de trouver des logiciels qui existent pour pouvoir le détourner et l'essayer dans certains jeux, voir si le jeu peut être jouable avec seulement un pointeur de souris. Mais mon problème, c'est 80% des jeux, il y a plus de pointeur de souris, donc il me reste très peu de jeux, juste des jeux de stratégie et certains jeux. Du coup, l'idée, ce sera vraiment, je cherche, essayer de réfléchir à des concepts pour pouvoir jouer au jeu uniquement avec une souris. Ce qui est intéressant là, c'est que ça rejoint un peu ce que vous faites chez Game Lover, Stéphane, c'est comment on est sur le software, comment on peut sensibiliser les développeurs aux questions qui sont celles-ci et intégrer le plus en amont possible dans le développement d'un jeu des contraintes qui sont celles de l'accessibilité. Oui, effectivement, nous,
vu que le projet Game Lover date de 2013 aussi à peu près également, on a bossé, on s'est rendu compte, on est parti du constat que les jeux étaient pas forcément adaptés et que parfois c'était sur des choses simples. Et à force de rencontrer au fur et à mesure des salons, des différentes rencontres des développeurs, on s'est rendu compte vraiment que c'était par une méconnaissance du public et que nous, le connaissant particulièrement bien, on pouvait aider à réfléchir dès le départ, dès la conception d'un jeu, à qu'est-ce qui pouvait permettre de le rendre plus accessible par des choses parfois très simples. Moi, je pense au public que j'accompagne qui est pour la plupart non lecteur. Le fait d'être confronté à la plupart des jeux avec des menus écrits, rien que penser à mettre des icônes dans les menus, ça va permettre à la personne de, par exemple, trouver les options tout simplement qui vont être faites pour lui, mais qui vont pas forcément être visibles si simplement le mot est écrit. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être apportées. Le fait de penser déjà de base à penser le jeu pour qu'il puisse être utilisé avec une main, par exemple. De créer des profils qui vont être adaptés dans ce sens-là, de pouvoir ne garder que les commandes essentielles du jeu, l'idéal étant bien sûr de pouvoir les replacer exactement où on veut, mais essayer comme ça d'apporter toutes des solutions. Alors bien entendu, certaines vont être compliquées à mettre en œuvre pour que ça soit accessible au plus grand nombre, mais au moins de commencer par des choses pas à pas, et on a commencé à travailler sur des cas très concrets de jeux avec des éditeurs qui sont venus vers nous, comme Ubisoft, ou que nous avons la chance de rencontrer comme Big Ben Interactive, et avec qui on essaye de poser les premiers jalons en se servant aussi du travail de ce qui a pu être déjà fait aux États-Unis. Voilà. Je crois qu'il y a une loi aux États-Unis qui pousse les éditeurs à faire plus d'efforts en matière d'accessibilité. Est-ce que Jérôme, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors visiblement, je suis le juriste de la soirée. Alors, pardonnez-moi s'il y a des juristes dans la salle, parce qu'en fait, c'est pas vraiment mon métier, vous l'avez compris. La loi en question s'appelle le CVAA pour 21st Century Video and Communication Accessibility Act. C'est une loi qui a été, enfin, c'est plus qu'une loi, c'est vraiment une démarche globale qui a été initiée par Barack Obama. Qui a fait le constat assez lucide que la société actuelle se numérisant, il était important de se poser les questions de l'accès à tous ces services, tous ces objets numériques qui apparaissaient de manière un peu frénétique. Et il a donc mis en place une forme d'incitation forte, donc d'obligation, pour permettre d'assurer un minimum d'accessibilité dans ces objets ou services numériques. Concrètement, ça se traduit par une obligation pour les constructeurs, les fournisseurs de services et distributeurs d'assurer un minimum d'accessibilité dans leurs produits pour avoir le droit de les vendre sur le marché américain. Bien évidemment, aux États-Unis, ça a mis une grosse dynamique en place, mais ça a un effet de bord assez positif, c'est que le reste du monde est également intéressé par le marché américain et du coup est obligé de se plier un petit peu à cette contrainte. Du coup, c'est aussi des considérations qui ont été prises en compte en Europe et en France en particulier. Et depuis quelques mois, années tout au plus, on a une grosse dynamique positive sur l'accessibilité, la question de l'accessibilité, la prise en compte de cette question dans les différentes productions, les différents services qui ont vocation à un moment donné à apparaître sur le marché américain, et du coup on bénéficie un petit peu de cette dynamique-là. Donc c'est effectivement merci Barack. Merci Barack. Non, moi. Ceci dit, on parle beaucoup du software, mais vous l'avez compris, en fait, le software n'est qu'une partie du problème. Il faut rendre le software le plus accessible possible. Il y a des questions de firmware également, donc des questions qui sont plus liées au hardware. Je suis désolé, je parle, mais comme on est dans la phrase de Barack, j'en profite pour parler encore un petit peu en anglais. Mais il y a aussi la question des accessoires derrière, finalement, et qui sont la façon de jouer. Koucha, tu parlais tout à l'heure, toi, de la souris et du pointeur, qui est absolument nécessaire. Et David, du coup je me tourne vers David.
Koucha, tu étais beaucoup moins timide tout à l'heure. Et David, toi, c'est vraiment la manette, en fait. Tu t'es rendu compte que des solutions pouvaient être amenées très simplement, entre guillemets. Les remappings de manettes étaient tout à fait possibles. Je crois que tu as fait des études en informatique, en électronique, mais même sans ça, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement complexe. Non. Les premiers modèles que j'ai fait, c'est vraiment uniquement de la connectique. C'est des contrôles qu'on va rajouter. On va connecter la manette sur un boîtier plus gros, et puis on va rajouter des joysticks, des boutons plus gros pour faciliter les commandes par le joueur. Mais une fois de plus, tout est fait en fonction du joueur. Il n'y a pas de produit sur catalogue à sortir. C'est que du sur mesure. Tous les contacts qu'on a eus, les demandes sont à chaque fois différentes. Ce qui est intéressant, c'est que on l'oublie parfois, mais et je suis pas le spécialiste pour en parler. Je me nourris des choses que j'ai entendues aujourd'hui. C'est que le handicap peut générer une restriction, une réduction de l'espace de loisir. Concrètement, vous pouvez potentiellement moins sortir de chez vous, moins interagir avec le monde extérieur. Et le jeu vidéo a évidemment un rôle important à jouer à ce niveau-là. En fait, c'est une porte ouverte vers l'extérieur, non seulement vers l'imaginaire, puisqu'on rentre dans des mondes imaginaires, non seulement vers l'interaction avec ce monde imaginaire, puisqu'on interagit dans le jeu vidéo. En ce sens, c'est très différent du cinéma et de la télévision, mais aussi maintenant avec le jeu en ligne, c'est aussi une possibilité d'interagir avec d'autres personnes dans le monde entier. Et je reviens à ce que je disais au début, sans avoir nécessairement à vivre le regard des autres, ce qui peut jouer un rôle important aussi pour des personnes qui ont des questions d'accessibilité. Je discutais récemment avec un jeune garçon qui a 36 ans, qui s'appelle Hichem, qui habite à côté de Rennes, et qui me disait que il jouait beaucoup à FIFA en ligne, et que quand il jouait contre des gens à l'autre bout de la France, en fait, les gens les personnes contre lesquelles il jouait n'avaient aucune idée du fait qu'il avait des problèmes d'accessibilité. Il joue avec ses pieds, en fait. Il a des problèmes de motricité de ses membres supérieurs, et une manette a été fabriquée par son père qui lui permet de jouer avec ses orteils, avec son talon, avec ses pieds. Et il joue aussi bien que vous et moi, et même probablement mieux. Et il nous disait notamment qu'une victoire à FIFA pour lui face à quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, c'est l'équivalent de quelques années de thérapie. Alors il disait ça avec le sourire, mais le message est très important. C'est que le jeu vidéo permet vraiment de franchir cette frontière, et c'est là qu'est l'enjeu de l'accessibilité, c'est donner le moyen au plus de gens possible de pouvoir franchir cette frontière et interagir avec le monde extérieur et s'ouvrir à ces mondes imaginaires. Moi, je propose que Calvin nous parle un petit peu de cette notion de restriction d'espace de loisirs et de contraintes. Alors déjà, il y a quelque chose d'intéressant dans ma situation, c'est que comme j'ai des douleurs chroniques et de la fatigue chronique, c'est déjà super compliqué pour moi de base de sortir. Donc effectivement, il y a une plus grande partie de ma vie que la plupart des gens, et c'est pas par choix, qui se passe sur mon PC. Une grande partie de ma vie est numérique, donc s'il y a une restriction à ce niveau-là, c'est encore plus dommageable pour moi quelque part. Mais il y a quelque chose que je trouve super intéressant dans mon histoire personnelle, c'est que lorsque j'étais au lycée, j'étais dans un groupe de gens qui se disaient hardcore gamer parce que voilà, c'était mon groupe d'amis, et ils jouaient à des jeux extrêmement typés, type Super Meat Boy, ou des choses qui sont, pour ceux qui savent pas, c'est des jeux qui sont très faits pour être un challenge, pour être difficile, et qui sont construits sur des standards que je peux pas atteindre. C'est-à-dire, j'ai des soucis de réflexe, j'ai des soucis de troubles de l'attention, je suis distrait par quelque chose qui bouge dans le coin de l'écran et hop, je suis mort. J'ai des soucis de proprioception qui font que je peux pas jouer au clavier parce que si je ne vois pas mes mains, je suis incapable de différencier deux touches sur le clavier. Avoir une manette, par exemple, aide un peu parce que je sais que mes mains sont à peu près au même. J'arrive à me repérer plus avec une manette qu'avec un clavier, mais jouer au clavier souris pour moi c'est super difficile. Et bref, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais vraiment très nul aux jeux vidéo et que je méritais pas de jouer. Et c'est encore amplifié par le fait que j'ai des handicaps qu'on appelle invisibles, même si maintenant ils le sont moins puisque j'ai une canne, des devices pour m'aider, tout ça, mais
Mais j'ai des handicaps invisibles qui ont été diagnostiqués très très tardivement. On me disait que c'était ma faute, et j'ai été complètement exclu de tout. Je me suis auto-exclu aussi de tout le jeu vidéo parce que on me disait que je méritais pas de jouer puisque je suis pas suffisamment bon pour ces jeux élitistes et qui sont faits pour des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment que le mien et un corps qui fonctionne différemment que le mien. Que je méritais pas de jouer, et je pense que c'est toute une culture toxique validiste autour du jeu vidéo qu'il faut déconstruire en même temps qu'on rend les choses accessibles, et ça rejoint probablement le fait qu'il y a probablement le fait de des gens qui sont vexés quand il y a quelqu'un avec un handicap qui gagne contre eux parce que ils devraient être moins bons, c'est normal, ils ont un handicap. Cette notion de valorisation de la personne est souvent importante quand on en parle avec des personnes qui sont concernées. Je crois que c'est aussi un rôle que peut jouer le jeu vidéo en fait. Hichem en parlait. Koucha, tu voulais également intervenir sur le concept de restriction de l'espace de loisirs. Et, ouais, voilà, parce que... C'est bon, on m'entend? On t'entend. Ouais, parce que j'ai aussi énormément d'amis qui sont dans des situations d'handicap vraiment lourds. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que souvent les personnes sont chez eux, ont du mal à sortir, n'ont pas vraiment de loisirs, n'ont pas beaucoup d'amis. Et c'est vrai que le jeu vidéo dans ces cas-là est vraiment bien parce que c'est long une journée quand il faut s'occuper, qu'il y a des personnes qui ont la chance de faire des choses ou de s'occuper, ça va, mais il y a beaucoup de personnes où finalement ils ont que le jeu vidéo. Et c'est vrai que le jeu vidéo aide. Des fois, quand vous êtes pas bien, vous allez jouer, vous allez pouvoir oublier un peu et voir autre chose. Et ce qui est bien avec toutes ces dernières années, toutes les nouvelles technologies, enfin la communication, Skype, Discord, toutes ces choses-là permet aussi de rencontrer des gens, pouvoir discuter. S'il faut savoir aussi, souvent, les personnes en situation de handicap sont frustrées en fait de pas pouvoir jouer. Vous avez tous vos amis qui vont jouer au dernier jeu qui est sorti, et puis vous dites ah non, je peux pas. Donc il y a aussi tout ça, le fait d'être frustré, ça donne envie au contraire de se dire bah non, je vais jouer, même si j'ai peu de moyens, je peux trouver une solution. Par exemple, beaucoup de personnes comme moi très très lourdement handicapées, ils vont jouer par exemple avec le joystick de leur fauteuil, des commandes vocales ou des petits contacteurs, et on va utiliser des boîtiers, des logiciels qui vont permettre de se connecter à la console autrement qu'avec une manette par exemple. Moi, ce que je trouve intéressant dans les deux témoignages qu'on vient d'avoir, c'est finalement que d'une part le joueur handicapé existe déjà au travers de sa volonté de jouer, mais aussi au travers de ses capacités de jouer. Et cette notion de capacité, elle est encore trop ignorée au profit d'un vocabulaire peut-être qui est encore à faire évoluer, qui est autour du handicap et de l'accessibilité, mais vraiment arriver à se concentrer sur cette notion de capacité et de partir des capacités des personnes, des individus, indépendamment de leur histoire ou de leurs incapacités ou de leur maladie ou de leur handicap ou de je ne sais quel autre paramètre qui finalement n'est pas nécessaire à considérer quand on parle de jeux vidéo, pour commencer à repenser la manière dont on design, dont on conçoit les jeux vidéo. C'est une démarche qui existe déjà dans l'industrie. On a tendance à cibler en amont finalement la population à laquelle va s'adresser le jeu qu'on va développer, et en fonction d'un modèle moyen de cette population, on va développer des gameplays, on va développer des univers qui vont être pertinents par rapport à cette population cible. Là, ce qui serait très intéressant, c'est au moins de tester cette inclusion ou cette maximisation de l'inclusion par le démarrage sur une base de capacité, non plus sur une base classique, mais vraiment une base de capacité. On joue de la main gauche, ou on joue avec une main, un pied, ou on joue les yeux fermés. Et finalement on n'a pas la vue, ou on n'a pas la main droite si on joue avec la main gauche, etc. Et à partir de là, lancer ça comme défi aux game designers ou aux développeurs de jeux en général, pour amener des concepts de jeux originaux, innovants, très différents de ce qui se fait actuellement, et qui seraient des expériences de jeu aussi intéressantes finalement potentiellement pour des joueurs handicapés qui peuvent de facto bénéficier de ces designs, que pour des
des joueurs qui sont pas handicapés, mais qui finalement se joueraient ou se battraient avec les mêmes armes que les personnes handicapées. Je crois que vous aviez développé un projet à l'Engmin autour de ce sujet, un jeu, si je me souviens bien, alors j'oublie toujours son nom, parce qu'il est très compliqué, c'est Evil, Blind, Mutant, Monster, Attack. Donc Evil, Blind, Mutant, Monster, Attack, qui est hyper intéressant. Je vais le résumer moins bien que toi, mais ça se joue à 2 joueurs. Un joueur n'a que la vue, l'autre n'a que le son. Ils jouent l'un contre l'autre. L'un doit manger l'autre. Hein, j'imagine que le monster attaque. Et c'est intéressant parce que on voit là bien à partir de contraintes, même si le mot est pas un mot idéal pour définir ça, à partir de capacités, comme tu le disais tout à l'heure, on vient définir de nouvelles règles dans la créativité, dans la création et dans le développement. Et ce sont des règles de gameplay finalement qui peuvent être utilisées par des personnes qui ont des problèmes d'accessibilité ou des personnes qui n'en ont pas. Ça vient finalement enrichir le gameplay et c'est un peu différent de ce que tu évoquais tout à l'heure, Koucha. Tu parlais de jeux de voiture auxquels tu pouvais jouer avec une souris et un pointeur. Là, on est dans une situation où on a des jeux qui ont été pensés pour des personnes valides, entre guillemets, avec certes des améliorations pour les rendre plus accessibles, notamment sur les jeux de voiture. Mais on peut aussi renverser complètement le paradigme et aller dans des jeux qui sont conçus d'emblée pour exploiter des capacités et non plus des handicaps ou des contraintes et en faire des richesses en termes de développement. C'est en ça, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, mais les progrès à faire sont tellement vastes. Là, on parle de développement. On peut aussi parler de commercialisation. Je crois que David, toi, une des questions, un des challenges auxquels tu es confronté, c'est comment finalement les gens peuvent venir à ton contact. C'est valable aussi d'ailleurs pour Game Lover, on pourra en parler, Stéphane, tout à l'heure. C'est comment faire connaître ton activité. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tu participes à beaucoup de salons. Le problème bien souvent sur ce type d'activité, c'est que c'est pas connu, les gens ne savent pas que Capgame ou Handy Gamer existe et donc ne viennent pas à nous, tout simplement. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas jouer correctement et qui sont persuadés qu'il n'existe pas de solution. Donc ils ne cherchent pas puisqu'ils pensent qu'on n'est pas là. Alors qu'il y a énormément de solutions en fait de tout type. Oui, il y a énormément de solutions. Et c'est une notion de service qu'il faut développer. Il y a une partie technique, une partie logicielle, et il y a une partie service, c'est-à-dire qu'il faut évidemment bien analyser la situation du joueur et son besoin pour comprendre la solution qu'il faut lui proposer. Je pense que il faudra qu'on s'y penche assez rapidement, mais les distributeurs ont probablement un rôle à jouer également. C'est-à-dire que si on considère Micromania, Fnac ou le petit magasin indépendant, en fait, sont des spécialistes du jeu vidéo. Donc, ils doivent être en position de répondre à toutes les demandes d'un consommateur potentiel. Alors, on entend bien que, et tu le disais tout à l'heure, les manettes sont sur mesure, par exemple, puisque chaque contrainte, chaque accessibilité ou problème d'accessibilité est différent. Mais il serait bien que ces distributeurs disposent, par exemple, sur leur site internet, de zones renvoyant chez Handy Gamer, chez Game Lover, sur Capgame, pour pouvoir renseigner. Comme le font les concessionnaires de véhicules, qui renvoient les personnes en situation de handicap vers des sociétés spécialisées pour modifier le véhicule, mettre une rampe, mettre un joystick au volant. Donc il y a des sociétés, les fabricants de voitures ne le font pas eux, mais ils renvoient les clients vers ces sociétés. Et dans le monde du jeu vidéo, ça pourrait très bien se passer comme ça. On pourrait très bien avoir des sociétés qui font ce service, qui sont spécialisées sur ce service, et la grande distribution pourrait connaître ces sociétés et renvoyer les clients qui en ont besoin vers eux. Je vais leur en parler. Je vais leur en parler. Et toi, Stéphane, chez Game Lover, comment vous résolvez les problèmes d'accessibilité? Vous vous êtes positionné à 2 niveaux, si je le comprends bien. Il y a le côté discussion avec les développeurs pour apporter toujours plus d'accessibilité dans le développement. Et puis il y a aussi derrière le côté test
puisque vous avez cette particularité de tester les jeux en fonction de leur niveau d'accessibilité. C'est ça, parce que en fait, comme tout joueur, la personne veut tester le GTA, le Assassin auquel joue son frère. Donc plutôt que chercher des jeux spécifiques à ses besoins, il veut tester le jeu que tout le monde a. Nous, notre objectif, c'est de lui apporter, de lui dire si effectivement le jeu va être adapté ou non, suivant son profil à lui. Donc la grande difficulté pour nous, c'est de mettre le bon jeu en face de la bonne personne ou le bon matériel en face de la bonne personne. C'est sûr que tout le monde ne peut pas accéder à tout, mais tout le monde peut accéder à certaines choses. Donc nous, on essaye par notre action, parce que le Game Lover, c'est un groupe d'une dizaine de personnes avec des problématiques suffisamment variées pour avoir un avis sur tous les grands types de problématiques, que ça soit visuel, auditif, que ça soit moteur ou en termes de compréhension. Et donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de diriger la personne vers le bon jeu qui va lui correspondre. C'est intéressant, je me rends compte qu'il y a une classification PEGI en fait pour classer les jeux en fonction de l'âge, la recommandation d'âge à partir duquel on peut jouer à un jeu, 3 ans et plus, 5 ans, 7 ans, 16 ans, 18 ans. Mais dans la réalité, aujourd'hui, il n'y a pas de classification en termes d'accessibilité. Est-ce que tu penses que c'est une chose qui serait envisageable ou il y a trop de complexité dans les différentes formes d'accessibilité ? Ça permettrait de toute façon d'apporter une information, parce que la personne qui va vendre le produit, qu'il soit chez Micromania ou autre, va pas être en capacité de donner les bonnes informations. Donc déjà, s'il y a des indicateurs au niveau du packaging, sur les compétences nécessaires pour le jeu, ça serait un moyen de se repérer déjà bien plus intéressant. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples en fait de bonnes pratiques et de moins bonnes pratiques dans un jeu pour le rendre plus accessible ? Donc oui, par exemple, on a testé récemment le dernier FIFA, qui très certainement, parce qu'il vise un public très large, s'est donné les moyens d'être particulièrement accessible, et on peut vraiment régler son expérience très finement, que ça soit en ralentissant le jeu, en mettant des niveaux, il y a des niveaux d'expérience assez variés, de mémoire il doit avoir 6 niveaux de difficulté, donc on peut zoomer la caméra si on a des problèmes de visuel. Donc il y a même sur la partie solo, les sous-titres donnent des informations d'ambiance pour les personnes malentendantes. Donc ils se sont donné les moyens d'être particulièrement accessibles. Donc ça c'est par exemple le type de jeu qui a fait l'effort de se rendre accessible au plus grand nombre. Et après, faute d'informations, on peut tomber des jeux qui sont totalement inaccessibles à soi. Je prenais l'exemple d'une personne que j'accompagne qui s'était offert le GTA. Le problème, c'est que ce jeu est en anglais sous-titré, comme certains autres, et lui étant non lecteur, il est passé totalement à côté de l'histoire et d'une bonne partie du jeu, mais personne n'avait pu lui dire. Donc c'est de ce genre de constat qu'est né l'objectif Game Lover, quoi. Koucha et Calvin, quand vous achetez un jeu, comment vous vous renseignez avant ? C'est de façon empirique, vous l'achetez puis vous essayez de voir s'il est accessible. Vous allez sur Game Lover, comment ça fonctionne ? Moi, je sais déjà qu'il y a des genres de jeux qui sont beaucoup plus accessibles. Je sais que je vais avoir aucune difficulté à jouer à un JRPG parce que ça demande pas de réflexe, parce que je peux prendre tout le temps que je veux et que du coup je peux regarder si je sélectionnais la bonne option. Un truc très bête, mais pendant très longtemps j'ai joué que à Pokémon parce que je savais que c'était accessible et que je pouvais y jouer et que ça poserait pas de soucis. Après, découvrir Game Lover, ça a été une espèce de, je veux pas dire révélation, mais ça m'a fait me rendre compte que, si, en fait, on peut trier les jeux en fonction de s'ils sont accessibles ou pas. Donc moi, je regarde plutôt la partie handicap cognitif parce que c'est la plus pertinente pour moi, mais je sais
Je suis en train de me perdre, désolé. C'était quoi la question? C'était en fait comment tu repères les jeux auxquels tu as envie de jouer et comment tu sais que tu vas pouvoir y jouer de la façon la plus simple pour toi. Et il faut que tu appuies sur ton micro. Un truc qui m'aide beaucoup, c'est les tags sur Steam. Comme c'est plus facile pour moi de jouer à la manette, les joueurs mettent des tags auxquels les éditeurs pensent pas, mais savoir si telle chose est accessible, s'il y a des sous-titres ou pas, c'est des choses qui sont rajoutées par les utilisateurs et qui aident beaucoup. Après, comme je joue beaucoup à des petits jeux indépendants sur itch ou sur Steam, parce que c'est ce que je préfère, il y a beaucoup de jeux auxquels je joue et que finalement j'abandonne assez vite parce que c'était pas accessible et que ils coûtent pas très très cher, et tant pis, j'aurais encouragé quelqu'un d'indépendant avec son jeu. Comme je joue pas vraiment beaucoup au AAA, ça m'arrive d'acheter des jeux comme ça un peu à l'aveuglette, mais comme je joue beaucoup sur recommandation des amis, j'ai tendance à demander est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de boutons à utiliser, est-ce que c'est très axé sur les réflexes, est-ce que les environnements sont très très réalistes, parce que j'ai du mal à gérer visuellement les environnements où il y a énormément de détails. Je préfère les jeux un peu moins chargés visuellement ou avec une identité graphique très très marquée, donc c'est de la tambouille par expérience. J'ai pas de protocole défini. Et toi, Koucha, tu utilises Game Lover? Oui et non. Bon, moi, je m'intéresse plus à la partie handicap moteur, parce que c'est vrai que les problèmes cognitifs, c'est un peu moins. J'ai un peu moins de problèmes là-dessus. Mais après, il faut savoir qu'avec ma façon de jouer, je sais catégoriquement que presque tous les jeux sont pas accessibles. Mais bon, après, je connais quelques éditeurs, je sais que plus ou moins, parfois, on peut retrouver certains jeux accessibles où il y a un pointeur de souris. Mais sinon, je vais être vraiment limité à un certain type de jeu. Et par exemple, ce qui serait intéressant d'avoir justement, c'est avant de pouvoir acheter les contrôles, parce que souvent, on les connaît pas. Et vous avez certains jeux où il y a autant de contrôles que touches du clavier. Donc pour s'en sortir, c'est compliqué, parce que derrière, il va falloir remapper, il va falloir utiliser certaines touches à la voix. Et parfois, vous tombez sur des jeux où il y a tellement de touches que vous pouvez rien faire. Parce que derrière, on peut utiliser plein de solutions, la reconnaissance vocale, faciale. Excusez-moi, je reprends de l'air. On peut utiliser différentes façons de remapper les touches, mais ce serait bien de savoir au moins au préalable. Après, il y a d'autres éléments, par exemple dans les menus. Il faut plusieurs manières d'y accéder, parce que si une personne, par exemple, peut utiliser que la souris et tout le menu et il faut un clavier, c'est compliqué. Il y a plein de petites choses comme ça. Après, il y a des choses que les éditeurs pourraient faire attention, mais souvent, soit ils sont pas au courant, soit on leur a pas informé. Donc, du coup, on se retrouve avec des jeux où l'accessibilité est complètement bloquée. Des fois, pour des petites choses, par exemple le mode fenêtré, le jeu se lance en plein écran. Voilà, j'ai plus le pointeur de souris, je fais comment pour ressortir, des choses comme ça. Et sinon, après, pour la sélection et les tests, à Cap Game, on a aussi un groupe de joueurs. Donc, on a à peu près 300 personnes. Donc, on peut poser la question de savoir est-ce que c'est accessible ou non. Ce qui est intéressant en termes de perception de l'accessibilité, c'est qu'on a différents niveaux de description. On a dans le cas de Koucha par exemple, on pourrait très bien imaginer que faciliter l'accessibilité à un jeu commencerait par pouvoir connecter toutes les commandes du fauteuil électrique sur le jeu pour pouvoir commander finalement la console ou le PC ou interagir avec le jeu à partir de son dispositif direct quotidien. C'est quelque chose qui est pas complètement encore fluide aujourd'hui, donc il y a du boulot de ce côté-là. Et ça nous amène à deux visions de cette accessibilité. Donc la version, on a déjà un équipement et la problématique où la question va être de faire en sorte que les jeux vidéo soient connectables à cet équipement existant chez la personne, en évitant les incompatibilités matérielles logicielles classiques, mais aussi en évitant
la stigmatisation en tant que matériel de triche, ce qui est encore aujourd'hui une des problématiques quand on commence à vouloir mettre du matériel adapté face à des jeux vidéo. Donc on a une restriction d'usage sur les consoles et sur les PC qui s'apparente à de la traque aux tricheurs dans les jeux un peu compétitifs, et du coup les matériels de compensation ou les matériels qu'on pourrait proposer sur Capgame par exemple sont souvent considérés comme pas trop identifiés, donc pas trop autorisés, donc rejetés en bloc. Donc ça c'est une vraie barrière aujourd'hui à une meilleure accessibilité. Et à l'inverse, on peut aussi travailler sur tout ce qui peut être mis en place par les développeurs de jeux vidéo à l'intérieur même du logiciel, donc du jeu, par une capacité maximale de réglage des différents paramètres qui sont liés aux joueurs. Donc on connaît tous cette capacité qu'on a à régler la sensibilité des sticks sur nos pads, potentiellement maintenant à remapper les touches sur nos pads ou sur notre clavier. L'idée, ça serait d'augmenter finalement le nombre de variables qui sont accessibles au réglage pour que tout à chacun puisse régler sa zone de confort en fonction de ses propres capacités, de ses propres envies, de sa propre humeur, pourquoi pas, et de pouvoir ainsi avoir des profils qui soient aux petits oignons, mais qui soient pas anticipés par un développeur qui n'a pas la connaissance fine de toute façon du joueur qui l'aura en face. Il y a effectivement une infinité de situations de handicap. On peut décemment pas imaginer qu'on répondra en amont à toutes ces situations, et la meilleure solution à cette situation, c'est de laisser le joueur décider d'où se trouve sa zone de confort, et pour ça de lui donner les moyens de régler cette zone de confort et ce paramétrage fin du jeu vidéo. Pour rebondir, c'est un petit peu en retard, mais pour rebondir sur la proposition de codification de l'accessibilité dans les jeux, on a dans la communauté une proposition qui existe depuis quelques années maintenant, qui n'a jamais encore percé dans l'industrie, qui est un équivalent effectivement du PEGI sur des critères d'accessibilité. Donc vous pourrez trouver des informations là-dessus sur les sites de Barry Ellis, pour les traducteurs, Barry B-A-R-R-I-E, Ellis E-L-L-I-S. Et donc son site c'est OneSwitch, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans la promotion, le développement de jeux vidéo à un seul bouton, et qui est à l'origine également d'un logo, d'une proposition de logo que vous avez peut-être croisé sur la communication qu'on a faite autour de cette soirée, qui représente un gamepad, un symbole de gamepad avec, mixé avec le symbole de la personne handicapée, personne en fauteuil roulant sur fond bleu. Donc c'est des pistes qui sont visuelles pour dire est-ce que ce jeu est accessible ou pas accessible, ou est-ce qu'on a traité de la question. Et derrière ce logo, il y a tout un tas de propositions qui sont faites pour décrire quel niveau d'accessibilité sur tel handicap moteur ou le sensoriel ou le cognitif, et comment ça se décline à l'intérieur. Donc on a déjà au sein de la communauté au moins des réflexions qui sont menées depuis plus de 10 ans maintenant, puisque les travaux datent pas d'hier. Et une communauté internationale qui réfléchit déjà sur ces questions. Encore une fois, les choses peuvent émerger aujourd'hui. On a une dynamique qui est vraiment très favorable, très positive. Cette soirée en est un bel exemple, et j'en profite pour remercier Hugues de l'avoir rendu possible, bien évidemment. C'est gentil. Il faut parler dans le micro. C'est gentil. Je crois que au-delà du merci, il y a une chose qui est intéressante, c'est que tu parlais tout à l'heure de la loi, du cadre légal. On se rend compte, et depuis quelques mois que je m'intéresse à ce sujet particulièrement, que la façon de faire bouger les choses, en fait, ce sont uniquement les individus. C'est-à-dire que je vais être un peu direct, mais si on compte sur je vais être encore plus direct, des institutions ou même des industriels pour résoudre ce problème, ce sera de toute façon incomplet et ce sera lent. Donc en réalité, on doit compter
Et je parle pas du CNAM et de Xbox, bien entendu. Mais on doit compter en fait sur des individus. Les individus, ils sont autour de cette table, et moi je me mets en retrait. Mais les individus, c'est Koucha, c'est Stéphane, c'est Guillaume qui est dans l'assemblée, c'est toi Jérôme, c'est toi Calvin, c'est toi David. Et la solution est vraiment là. Aujourd'hui, il y a un enjeu de mise en relation des personnes qui ont des problèmes d'accessibilité et des personnes qui ont trouvé des solutions ou qui connaissent des solutions ou qui aident à classifier les jeux. Mais c'est vraiment la somme de toutes ces initiatives individuelles qui vont permettre de répondre aux problèmes. Je sais par exemple que David peut résoudre des problèmes et peut-être a déjà apporté des solutions à des problèmes que des gens que tu connais, Stéphane, ont. Alors David est dans le sud de la France, Stéphane est dans le nord. On est en terrain neutre à Paris, mais c'est important d'arriver à faire la synthèse de toutes ces initiatives individuelles, d'arriver à les rassembler. Je crois que c'est ce que vous faites aussi dans le cadre de Cap Game, parce que y a rien en fait de pire à mon sens que de se dire qu'il existe des gens en France qui ont envie de jouer. Et là, je parle en tant qu'amoureux du jeu vidéo, qui ont envie de jouer, que des solutions existent, et que eux pensent qu'ils ne peuvent pas jouer. Alors soit ce sont des gens qui ont joué avant et qui suite à un accident ne peuvent plus jouer, soit des gens qui connaissent des problèmes d'accessibilité depuis leur naissance, mais dans tous les cas, je vais pas dire toutes parce que ce serait sans doute prétentieux ou ambitieux, mais je pense qu'il y a un nombre très important de problématiques d'accessibilité qui aujourd'hui ont trouvé des solutions. Donc il ne tient qu'à nous, collectivement et individuellement, par la conviction de chacun, d'aller mettre en contact les gens qui ont des problèmes d'accessibilité et les gens qui ont trouvé des solutions. On espère cette conférence, elle sera retransmise, sur de nombreux réseaux sociaux, sur Internet dans les semaines qui vont venir. Et le but, et on est ravis de vous avoir dans cette salle ce soir, mais le but est vraiment là en fait, c'est de créer de donner une impulsion réelle, de façon à ce que les gens qui ont des problèmes d'accessibilité, ou leurs proches, ou leurs amis, leurs familles, se disent des solutions existent, j'en ai entendu parler, des associations étaient à la Paris Games Week, d'autres sont sur les salons à Toulon, comme tu le fais David, et dans le sud de la France. On compte vraiment sur les gens qui nous regardent et les gens qui sont dans cette salle pour essayer de faire tomber cette espèce de fatalité et de dire tu peux jouer en fait. Alors je reboucle avec l'espèce de le mot sur lequel on a construit cette journée qui est tous gamers, mais c'est vraiment ça, c'est que aujourd'hui tout le monde peut jouer. Donc si vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas jouer pour un problème d'accessibilité qui peut être très large, qui peut être, tu parlais de capacité tout à l'heure, moi je suis personnellement très lent sur certains jeux, donc j'ai un problème de capacité sur ces jeux-là, j'utilise le mode facile ou le mode plus lent, et bien sûr il y a toute une palette de problèmes d'accessibilité. Mais quel que soit votre problème d'accessibilité, aujourd'hui vous pouvez être en situation de trouver une solution. David, toi tu as déjà construit des manettes qui sont à côté de toi, qui sont utilisées aujourd'hui par des joueurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du type de manettes différents que tu as pu mettre en place pour apporter des solutions? Oui, donc par exemple, on a fait une manette pour un petit garçon qui avait très peu de motricité du bras gauche et un peu du bras droit. Et donc pour lui, ce qui est important, c'est d'avoir un petit joystick avec le bouton dessus. Donc c'est des pièces qu'on peut acheter. Après, il faut faire le boîtier, connecter le joystick sur la manette. Et finalement, en connectant ça sur sa manette PlayStation, bah, il peut jouer au jeu dont il a envie de jouer. L'autre cas qu'on a fait, c'est une personne qui avait besoin de contrôler avec la bouche les joysticks de la manette. Donc on a fait un système un peu comme ça avec un bras articulé. C'est des bras articulés qu'on utilise par exemple en photographie pour fixer les appareils photo. Donc c'est pas du matériel très très cher. Simplement il faut trouver le bon matériel, l'assembler, que ce soit la bonne taille, et derrière ça fonctionne. Toi, Koucha, quel est le système avec lequel tu joues? Alors j'ai entendu le pointeur et la souris, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été développé spécialement pour toi, que tu as toi développé? Non, j'utilise un logiciel qui a été créé par Special Effects,
C'est une autre association qui s'occupe aussi de l'accessibilité en Angleterre, je crois, ou si je me trompe pas. Et c'est un logiciel en fait qui va permettre de créer des cases virtuelles sur l'écran. Et chacune des cases va être remappée pour utiliser des fonctions du clavier. Mais le problème de ce genre de système, il faut un jeu où le pointeur de la souris soit disponible. Parce que souvent dans les jeux, le pointeur de souris est utilisé soit pour la vision ou soit pour déplacer un personnage dans les FPS par exemple, enfin plus la vision. Et du coup, je suis quand même bloqué avec cette manière de jouer, parce que par exemple pour tout ce qui est FPS ou tout ce qui est RPG ou tous les jeux récents, le pointeur de souris a disparu. Donc on l'avait beaucoup dans les MMORPG et dans les jeux d'il y a 10 ans, ou même avant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le pointeur de souris est presque inexistant. Et du coup, je suis quand même bloqué et je ne peux pas jouer à la majorité des jeux. Et tu joues à quoi en ce moment? Donc moi, je joue à Forza. J'ai la chance d'avoir un pointeur de souris. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou non. Mais en tout cas... Oui. C'est bien. Non, je sais pas, mais c'est chouette en tout cas, et c'est un jeu Xbox, donc je reprends la parole une seconde, mais je leur passerai le message. Après, il y a eu aussi tout un travail qui a été fait sur les niveaux d'accessibilité, enfin que le jeu soit plutôt facile, avec une intelligence artificielle qui va, par exemple, si on va mettre le jeu en facile, il y aura des adaptations où la voiture va freiner tout seul ou aider à tourner, des choses comme ça. C'est un jeu sur lequel on a beaucoup travaillé chez Microsoft pour le rendre plus accessible. Il y a un mode copilote qui permet à 2 personnes de jouer avec une seule voiture, une seule manette. Il y a également un zoom. Il y a une ligne qui permet de donner la meilleure trajectoire. Donc les progrès sont encore nombreux. On doit faire beaucoup d'autres progrès, mais on avance petit à petit. C'est intéressant cette remarque sur le travail du game design aussi. On a souvent une incompréhension ou pas une incompréhension, une méconnaissance, serait plus juste de la situation du joueur handi par les studios. On en a déjà parlé. Mais ça amène aussi à des considérations fausses qui seraient que proposer des modes dégradés entre guillemets, donc pas du tout péjoratif, pour un jeu vidéo est une mauvaise chose, alors que entre vivre une expérience dégradée entre guillemets et pas vivre d'expérience du tout dans un jeu vidéo, pour le joueur handi, c'est y a pas photo quoi. Il joue en mode dégradé avec grand plaisir. Il y a même des joueurs qui sont absolument ravis de pouvoir suivre un jeu vidéo en mode contemplatif, alors que à la base ce jeu est pas du tout fait pour être observé. C'est un jeu qui est pensé, par exemple un jeu de voiture qui va être pensé pour être interactif, fortement interactif. Certaines situations amènent à ne pas pouvoir interagir avec, et du coup le mode contemplatif en pilotage automatique par exemple peut être une situation déjà améliorée par rapport à la situation de base où le jeu est complètement inaccessible et du coup dont le joueur ne pourra tirer aucun plaisir. Le mode copilote est un super exemple également, parce que certains joueurs, et là ça me renvoie à une discussion qu'on a eue ensemble, Calvin, à Angoulême, qui m'a vraiment marqué. Là, c'était il y a 2 mois, puisque tu m'expliquais comment tu jouais avec un de tes potes, un qui regardait l'écran et un qui regardait la manette, et oui. Tu pourrais en dire quelques mots? Alors c'était il y a quelques années avec mon copain de l'époque, et on jouait à je crois que c'est le dernier Spyro qui est sorti sur PS2. Il y a eu une trilogie à ce moment-là. Enfin bref, et ce Spyro-là pouvait être joué du coup en coopératif avec un qui jouait Spyro et un qui jouait sa copine dont j'ai oublié le nom, mais qui a un dragon aussi. Et les deux avaient à peu près les mêmes capacités. Un qui était plus offensif, un qui était plus sur la magie. Enfin bref, un truc classique. Sauf que ce jeu était bloquant à des points clés avec des comment on appelle ça, avec des QTE, donc des Quick Time Events, des moments où dans le jeu il y a des boutons qui s'affichent à l'écran et il faut appuyer sur le bouton correspondant sur la manette. Et avec mes soucis cognitifs et de proprioception, pour ceux qui savent pas, la proprioception, c'est la capacité à savoir où sont les membres de son corps dans l'espace, et je l'ai presque pas. Du coup, si je vois pas mes mains, je sais pas vraiment où elles sont. Donc
ça va à peu près avec les manettes, j'arrive à peu près à retenir dans quelle direction je dois mettre mes doigts, mais le QTE c'est impossible parce que se rappeler où est la touche X dans l'espace, c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça entre autres que j'aime beaucoup les consoles portables où l'écran où les mains sont visibles en même temps que l'écran. Et bref, et la solution qu'on avait trouvée, c'est que je regardais ma manette et que mon copain à côté me disait là il faut appuyer sur X, et là en voyant mes mains j'étais capable d'appuyer sur X, et que ça aurait pas été possible si j'avais joué tout seul, et c'est une espèce de hack qu'on avait trouvé parce que de toute manière c'était bloquant, ou alors on repassait le jeu en mode solo juste le temps de faire le passage que j'arrivais pas à faire, et on le repassait en mode duo après pour que je puisse continuer à jouer. Je vais peut-être rebondir sur quelque chose que tu disais par rapport à l'expérience dégradée. Je trouve ça très intéressant ce que fait Nintendo ces dernières années, et la résistance qu'il y a par rapport au niveau des gamers, et je pense à 2 jeux en particulier. Je pense à Star Fox le dernier Star Fox qui avait un mode invincible où du coup les balles arrivent et te font rien et tout ça, et comme ça s'appelait le mode débutant, il y a énormément de joueurs qui ont râlé en disant « Oh mon Dieu, il y a des gens qui vont être mauvais et qui vont pouvoir finir le jeu, c'est intolérable ». Et il y a un ami autiste à moi qui a fait une remarque que je trouvais très pertinente, qui disait « Mais on aurait appelé ça le mode speedrun, mais personne n'aurait gueulé parce que du coup on aurait bien fait comprendre que c'était pour que les hardcore gamers puissent s'entraîner, et pas pour que ces sales enfants et ces sales handicapés puissent jouer à mon jeu à moi qui est pour les gens qui savent jouer aux jeux difficiles. Et le deuxième jeu auquel je pense, c'est le dernier Mario Odyssey, auquel j'ai pas joué, mais pareil, il y avait plein de gens qui disaient « Oh mon Dieu, c'est horrible, on peut le finir et il est facile, et on a des lunes, donc les récompenses qu'on obtient dans le jeu, elles sont très faciles à obtenir et c'est scandaleux ». Et ce même ami m'avait expliqué que en fait, la difficulté dans les jeux Nintendo actuellement, elle est dans le fait de faire le 100%, et qu'il y a l'aventure générale qu'on peut faire en étant débutant ou en ayant très peu joué ou avec assez peu de contrôle, même si apparemment dans ce dernier jeu, Mario peut faire plein de choses très très impressionnantes, mais on n'est pas obligé de toutes les utiliser pour arriver à la fin de l'aventure, mais qu'après il y a encore que le temps de jeu peut être doublé si on essaye d'avoir absolument toutes les lunes accessibles dans le jeu, et il y en a de plus en plus difficiles à obtenir, et que du coup ça représente un challenge pour les gens qui ont envie de jouer. Et enfin pareil, je trouve la résistance qu'il y a par rapport au fait de pouvoir terminer le jeu en ayant une espèce d'expérience impure ou quelque chose comme ça, qui est assez représentatif de la mentalité des joueurs. Ouais, c'est assez juste ce que tu dis. On a parlé des efforts que devaient faire les industriels, des efforts que devaient faire les institutions, des efforts que devaient faire les distributeurs. La communauté des gamers, une communauté que je pratique souvent, est une communauté difficile, et c'est important. Alors, il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo. C'est important qu'elle intègre aussi que le jeu vidéo c'est pour tous. C'est pas juste pour une élite. Je te parlais des QTE, et quand je t'ai écouté parler, enfin franchement, il y a absolument aucun doute sur le fait que t'es un vrai gamer. Donc t'as autant voire plus ta place que bien des gamers qui prennent la parole sur les communautés. Le QTE, on est d'accord que ça n'a jamais été une grande réussite de l'industrie, et qu'on soit valide ou pas, c'est bien que c'est disparu maintenant aujourd'hui. Mais c'est très révélateur d'efforts que doit faire encore la communauté. C'est une communauté qui valorise beaucoup la performance, qui valorise beaucoup le fait d'être hardcore, beaucoup moins le fait d'être béotien sur un jeu, de pas être un spécialiste, et au détriment souvent du plaisir. Et on en parlait aujourd'hui. Moi, je trouve que on a parfois perdu un peu la notion du plaisir simple de jouer dans la conception actuelle du jeu vidéo. Ça vient probablement d'une partie de cette population que je stigmatise pas, hein, mais qui veut faire preuve de performance, qui veut être toujours plus hardcore que son voisin, avoir toujours plus de succès.
Moi, je suis un vieux gamer et je me souviens que il y a 20-30 ans, quand ton jeu se lançait sur ta console ou sur ton ordinateur, c'était déjà un exploit. Et donc, on avait un plaisir qui était très simple, qui était le plaisir de pouvoir jouer. Je pense qu'il y a des similitudes en fait avec ce que Kusha ou toi, Calvin, pouvez vivre. Et moi, je trouve que c'est très personnel, mais c'est un bol d'air frais très important. Qui souffle sur un vent d'air frais qui souffle sur le gaming et franchement ça fait du bien et c'est important que les communautés je sais pas s'il y a des communautés de joueurs qui connaissent des problèmes d'accessibilité sur jeuxvideo.com par exemple, mais c'est important que les communautés intègrent et j'en parlais tout à l'heure avec le multijoueur, qu'on soit valide ou pas, qu'on ait un problème d'accessibilité, et quel qu'il soit, d'ailleurs on peut être valide et avoir des problèmes d'accessibilité sur certains jeux. Moi je suis nul sur les RTS par exemple, donc je ne m'y risque pas, mais quelle que soit sa façon de jouer, on peut jouer. On est tous gamers, et finalement quand on joue en ligne, qu'on utilise la manette de David parce qu'on l'a acheté après une critique ou un test qu'a fait Stéphane, ou qu'on utilise un jeu qui a un pointeur comme le souhaite Kusha, en réalité quand on est en ligne, ça n'est pas perceptible pour la personne qui est de l'autre côté de l'écran. Donc ça ne compte pas en réalité. C'est vraiment sans valeur comme type de jugement. Là, il faut que tu enchaînes. Et bon courage. Merci. Peut-être un point de droit. Alors oui, justement, j'osais pas y venir, mais non, un point de considération de game designer, chose que je ne suis pas non plus. Donc c'est un peu la soirée des choses que je ne suis pas. Le fait de s'aventurer sur des territoires qui sont un petit peu plus contraints que les territoires actuels du jeu vidéo va forcément amener une recherche très intéressante en termes de créativité et en termes de design de jeux vidéo. Aujourd'hui, on est sur des canons assez établis, une typologie de jeu qui est bien en place avec les FPS d'un côté, platformer, les jeux de voiture, etc. Si maintenant on considère que le modèle des capacités qu'on a décrit un petit peu tout à l'heure ou qu'on peut exacerber un petit peu est le point de départ d'une démarche de design, on va certainement arriver un petit peu comme Evil Blind Mutant Monster Attack, je n'ai même pas réussi à le dire. Evil Blind Mutant Monster Attack, oui. Désolé. Tu veux le nom du jeu, c'est ça? Un petit peu avant, je sais plus ce que je disais. Le fait de partir sur des modèles de base différents d'un point de vue du design va permettre aux game designers, aux créatifs d'aller explorer des territoires qui sont aujourd'hui méconnus. Pourquoi ? Parce que les contraintes nouvelles vont arriver, il va falloir trouver des nouvelles solutions ou des nouveaux moyens de répondre à ces situations contraintes, et de fait on va arriver à des solutions qui n'auront pas été exploitées jusqu'à aujourd'hui, et du coup à des expériences de jeu nouvelles, à des innovations en termes d'interaction, de modalités d'interaction, que sais-je, ou de rapport entre les joueurs, que ce soit en local ou en multi. Et je pense que alors c'est peut-être une des rares fois où je vais parler du handicap comme contrainte, mais ça correspond à peu près à la situation. Si on prend ces nouvelles contraintes comme le package de base à partir duquel on doit réfléchir, alors les designers vont avoir de nouveaux challenges eux-mêmes à résoudre pour intégrer ces contraintes dans leurs propositions de game design et de gameplay. Et du coup, on va arriver, j'en suis sûr, à des propositions qui sont extrêmement intéressantes. C'est à toi. David, Calvin, ouais. Je pense aussi qu'il y a une espèce de, encore une fois, probablement beaucoup de la part des joueurs, mais peut-être aussi les game designers qui sont dans cet état d'esprit, de vouloir faire une espèce de jeu parfait. Pas forcément pour convenir à tout le monde, mais il y a cette espèce de recherche du jeu ultime qui va être meilleur que tous les autres jeux. Et je pense que c'est pas pertinent du tout de réfléchir comme ça. Et je pense qu'il faudrait peut-être plus s'autoriser à jouer à des jeux un peu expérimentaux. Bon, après c'est mes goûts aussi, parce que j'aime bien traîner sur Itch et oh tiens, ce jeu a l'air bizarre, je vais y jouer. Mais peut-être on manque de
de cette culture de l'expérimentation côté joueur, ou de se dire bah non, en fait les jeux sont pas parfaits, les jeux seront jamais parfaits, on peut aussi s'amuser plutôt que d'essayer de perfectionner encore et encore le même type de jeu. Peut-être qu'à un moment on peut juste tout changer, essayer d'autres choses, que ça marchera pas. Et c'est intéressant aussi du point de vue de l'accessibilité, mais peut-être juste du point de vue de tout ce que le jeu vidéo peut être et n'est pas, parce que c'est avant tout une industrie, enfin, de comment ce qu'on envisage aujourd'hui, c'est plus une industrie que un art dans lequel on peut expérimenter. C'était très clair, mais alors, je crois que c'est une phrase de Malraux qui disait le cinéma est un art, virgule, et une industrie. Je pense que le jeu vidéo est un art, virgule, et une industrie, ou une industrie, virgule, et un art, je sais pas. En tout cas, la question de la curiosité, hein, je crois, parce que quand on parle d'art, en fait, on parle de curiosité, d'envie de connaître des choses différentes. T'as raison, elle est centrale, et on l'a peut-être aussi un peu perdue. Je pense que, du coup, on va dire que c'était toi qui avais le mot de la fin, Calvin. Et je sais pas si vous avez des questions. Merci à tous, en tout cas. Il y a une question là-bas. Moi, j'ai une question. Depuis quelque temps, l'écran tactile de mon téléphone n'est plus tellement tactile. Ce qui m'a amené à explorer toute l'interface d'accessibilité qui est proposée par Apple, tous les changements qu'on peut faire, toutes les transformations aux commandes, rapides, lentes et tout ça. Ça n'a pas résolu grand-chose à mes problèmes, mais j'ai trouvé ça assez fascinant. Et je me suis dit qu'il y aurait peut-être un jeu à faire qui amènerait le joueur à essayer de modifier l'ensemble des commandes et peut-être à découvrir pour lui ou pour quelqu'un qui est proche de lui la meilleure façon de paramétrer son appareil. Parce que je pense que 99% des gens n'ont jamais ouvert l'interface d'accessibilité au-delà d'augmenter la taille des caractères, enfin de changer 2 ou 3 contrôles basiques parce qu'ils voient plus très bien, parce que ils ont du mal avec l'oreillette ou je ne sais pas quoi, mais alors qu'on peut changer la vitesse d'appui sur les touches, la fréquence, il y a un nombre de paramètres qui est absolument incroyable. Je suppose que c'est vrai sur la plupart des consoles et sur la plupart des PC, et je pense que la plupart des gens ne le savent pas. Alors évidemment, les gens qui sont dans l'univers du jeu vidéo accessible le savent. Mais je me demande s'il n'y a pas réellement quelque chose à faire. Faire un jeu qui, pour jouer, vous oblige à changer 10 fois la configuration de votre machine. Oui, enfin moi je voulais rebondir dans le sens où ce qui serait bien aussi, c'est que quand on joue, le jeu s'adapte de lui-même. Parce que c'est vrai que sur le fait qu'il y ait énormément d'options qui sont parfois existantes, mais qu'on voit pas ou qu'on va pas aller chercher. Pour nous, le jeu idéal, ce serait un jeu qu'on lance et qui, à partir d'un certain nombre d'échecs, donnerait la possibilité d'activer une option qui vous permettrait d'aider, et que du coup ce serait le jeu lui-même qui viendrait apporter les solutions aux besoins. Je suis pas un spécialiste, mais pour ce que tu dis, Stéphane, je pense que l'intelligence artificielle et le machine learning vont permettre d'aller dans cette direction assez rapidement. Et pour revenir à c'est plus une idée qu'une question en fait. Vous avez tout à fait raison sur le fait que les interfaces d'accessibilité qui sont disponibles sur les téléphones, sur les consoles, mais aussi sur les télés. Moi, j'ai acheté un nouvel écran de télévision ces derniers temps. Il y a aussi tout un menu accessibilité que j'ai découvert. Ces possibilités sont vraiment très méconnues. Et je retiens votre idée d'un jeu autour de ça, un jeu de découverte en fait, pour permettre aux gens de s'approprier toutes les features d'accessibilité. C'est vraiment une très bonne idée. Est-ce que si vous étiez directeur d'une école de jeux vidéo, vous le proposeriez en projet à vos étudiants ? Ah mais d'accord, donc il y avait quelqu'un de ta famille dans la salle, c'est ça ? J'ai invité toute ma famille. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
J'aurais voulu savoir s'il y avait des game jams dédiés aux jeux accessibles. Alors oui, il y en a. De là, vous les citez brûle pour point. Je vais passer mon tour, mais on avait donc le jeu dont je parlais tout à l'heure, le Evil Blind Mutant Monster Attack, était le lauréat d'un concours de jeux vidéo accessibles qu'on avait organisé en 2012. Donc oui, ça existe. Est-ce que c'est encore une bonne idée? Je sais pas. J'ai vraiment pas d'avis. Pourquoi? Parce que une de nos missions ou un de nos objectifs, ça va être d'éviter de faire le mélange entre des jeux pour personnes handicapées et des jeux pour les autres, et que du coup le jeu vidéo accessible, j'aurais tendance à remplacer accessible par inclusif en fait, pour être c'est juste une histoire de terminologie, mais je pense qu'en termes de communication aujourd'hui, enfin moi personnellement j'en suis là, c'est-à-dire qu'on va vers l'inclusion des gens indépendamment de leur histoire, et pas sur du jeu accessible qui est orienté, enfin qui est déjà pas mal connoté handicapé. Et donc ce qui m'intéresse moi, c'est que le jeu devienne inclusif et qu'on raisonne de manière globale, générique, et sur les joueurs et les utilisateurs, et pas forcément sur une particularité qui est leur handicap. Mais ça veut pas dire que l'accessibilité est pas nécessaire, ça veut dire que l'accessibilité participe à l'inclusion, mais qu'il y a d'autres moyens d'arriver à ça. Déjà, un grand merci à vous tous d'être venus ce soir. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous, au vu notamment des délais de communication qui ont été assez courts. Donc on est très content de vous avoir. Je vais renouveler mes remerciements à Hugues et à tout le support qu'il a apporté à l'organisation de cette journée. Parce qu'on a commencé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu tôt ce matin, et on termine avec vous ce soir. Je remercie le CNAM également de nous avoir accueillis, et on a prévu de donner des suites en fait à cette démarche initiée aujourd'hui, avec très certainement un rendez-vous qu'on vous donne d'ici quelques mois, 6 mois, 8 mois, peut-être à la rentrée 2018, pour refaire un point d'étape sur ce qui sera passé depuis ce grand moment qu'on est en train de vivre là depuis dimanche et toute cette semaine sur l'accessibilité du jeu vidéo, et refaire un bilan des choses qui se seront passées, parce qu'ils s'en passent tellement en ce moment que c'est impossible que dans 6 mois on soit dans la même situation. Des choses qui vont très vite, des choses qui vont moins vite, de nouvelles perspectives, de belles perspectives en tout cas. Merci encore à tous, et si quelqu'un veut ajouter quelque chose, c'est le moment. Tout va bien? Alors merci beaucoup et bonne soirée.